effectivement, je suis membre du Conseil national du Parti communiste. Je suis un des co-animateurs de la section économique du Parti communiste, avec Frédéric Bocara, avec quelqu'un qui s'appelle comme moi, mais qui porte le nom de Denis, qui est venu il n'y a pas longtemps ici, je crois, Denis Durand, le 27 janvier. qui est venu à Guignon. Voilà. Et donc, à part ça, je vis par contre dans la Drôme, et je suis aussi responsable de la fédération de la Drôme du Parti communiste. Voilà. Donc ça fait pas mal de choses. Bien, donc on va entamer ce débat sur l'argent. Alors, je pense que ça pourrait être très long. Donc ce que je vais faire simplement soulever quelques thèmes, quelques questions, sans y apporter des réponses immédiatement. Et j'espère que ça va soulever un certain nombre de questions, d'interrogations dans la salle. Si ça n'en soulève pas, bien alors on apportera des réponses quand même. Mais si ça en soulève, tant mieux. Et à partir de ces questions, on pourra faire quelque chose d'interactif et, je dirais, apporter quelques réponses plus précises que ce que je vais dire. Parce que, effectivement, lorsqu'on parle de l'argent, c'est quelque chose de très vaste, et de très important et de très vaste. Alors, tout d'abord, la question de l'argent, pour nous communistes, on peut la résumer dans le débat central qui existe aujourd'hui, enfin qui revient, je dirais, comme jamais sur le devant de la scène économique et politique, parce que tout ça c'est politique, en fait, c'est économique mais c'est politique, la réalité c'est ça. C'est la bagarre entre ce que l'on appelle faussement, mais qu'on appelle comme ça quand même, parce que c'est plus facile pour se faire comprendre, le coût du travail et le coût du capital. Avec donc, au cours, au moins de ce qu'on peut parler des 30 dernières années, une part prépondérante de prise, je dirais, par le coût du capital, c'est-à-dire les dividendes servis, les intérêts bancaires, c'est-à-dire aussi les allègements en faveur des entreprises, que ce soit de cotisations sociales, que ce soit de fiscalité et autres, par rapport, je dirais, à la part de richesse attribuée aux salariés par le biais des salaires, aussi par le biais tout simplement du travail, parce que supprimer des emplois, le chômage, c'est réduire cette part de richesse qui est attribuée aux salariés, et y compris par la destruction massive des services publics et de la protection sociale. C'est ça, le cadre, c'est ça. Et la lutte de classe aujourd'hui, elle passe vraiment, la ligne, je dirais, rouge, passe vraiment sur cette question-là. Elle est à l'intérieur de cette question-là. D'où la nécessité de reprendre, je dirais même pas de reprendre, parce que les gens l'ont jamais vraiment eu, mais de prendre le pouvoir sur l'argent, qui sera un élément déterminant, je dirais, de la transformation politique que l'on souhaite. Si on n'a pas ça, je pense, si on n'arrive pas à cela, je pense qu'on n'arrivera à pas grand-chose. On n'arrivera pas à satisfaire, à recréer des écoles, à faire fonctionner les hôpitaux, à avoir une infrastructure, je dirais, qui tienne debout, y compris à redévelopper, je dirais, une activité industrielle de notre temps, y compris, je dirais, à répondre à tous les besoins humains et sociaux par le biais du développement massif des services publics. Ce qui existe est de nouveau à créer. Donc, c'est l'enjeu de classe. Alors, je vais commencer, ça ne va pas être très long, je vous rassure. Je vais vous énoncer un certain nombre de chiffres pour commencer. Vous allez voir. En 2015, ce qu'on appelle les charges patronales. Parmi ces charges patronales, donc, il y a ce qu'ils appellent les charges sociales, parce que ce sont les cotisations sociales. En 2015, ça a représenté, la part patronale a représenté 181 milliards d'euros. En 2015 également, par contre, les charges financières des entreprises, c'est-à-dire les dividendes servis aux actionnaires plus les intérêts bancaires, c'est 269 milliards d'euros. Vous voyez déjà la petite différence et vous voyez ce à quoi il faut s'attaquer plutôt que de dire sans arrêt il faut réduire les charges. Bref. Tout ça aboutit à ce que, en fait,
le coût du capital représente 25% des coûts de fonctionnement des entreprises, alors que les coûts salariaux représentent entre 15 et 20%. Vous voyez la différence. Mais encore d'autres chiffres. Ces chiffres sont parus il n'y a pas longtemps, il y a 8 jours à peu près. Les résultats des banques, comme si en fait les banques devaient faire des résultats en plus, hein, mais quand même. Déjà, c'est la première question. Les résultats des banques, eh bien, c'est 23,5 milliards d'euros de bénéfices réalisés par les 6 grands groupes bancaires français. Et ils disent qu'ils ont réalisé cela grâce à la diversification de leur activité. Diversification de leur activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement par la multiplication et la multitude des opérations qu'ils engagent, des opérations spéculatives qu'ils engagent sur les marchés. Des montages multiples et variés auxquels ils se livrent pour faire de l'argent à partir de l'argent. Mais quand on nous dit qu'ils font 23,5 milliards d'euros de bénéfices, on ne nous dit pas, parce que dans toutes ces opérations, ça c'est le solde, le bénéfice, c'est le solde positif, mais dans toutes ces opérations, il y a énormément de pertes. Parce que qui dit spécule, dit joue, mais joue, on ne gagne pas tous les coups. Et les sommes qui sont perdues, je dirais, on n'en sait rien. On ne les connaît pas. On pourrait les connaître, mais il faudrait les chercher un peu plus profondément, je dirais. Mais pour l'instant, on ne les connaît pas. Et il faut bien voir que pour réaliser ces bénéfices, pour faire toutes ces opérations, les banques, elles utilisent de l'argent. Et de l'argent qui vient d'où? Il vient, c'est l'argent de la production de la richesse, des entreprises, des dépôts des entreprises dans les banques. Mais il vient aussi des dépôts des salaires, il vient aussi des dépôts des retraites de chacun de nous. Et puis il vient d'où? Il vient de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne qui distribue chaque année, depuis 2015, 500 milliards d'euros aux banques de dépôt françaises. Elles distribuent cet argent, elles attribuent cet argent, y compris à des taux d'intérêt négatifs. Comme quoi c'est possible. Hein. On parlera après des propositions du parti. Comme quoi c'est possible. Elles attribuent cet argent à des taux négatifs en disant aux banques, vous nous rembourserez donc à intérêt négatif, c'est-à-dire moins que ce qu'on vous a prêté, à condition que vous utilisiez cet argent pour financer le développement industriel et économique de votre pays. Mais personne ne contrôle, personne n'est là pour contrôler ce qu'ils font de l'argent donné par la BCE. Ce que la Société Générale, ce que la BNP, ce que le Crédit Mutuel, ce que autres font de cet argent. Personne. Donc, premier problème. Et puis, une part de cet argent aussi, eh bien, il provient de l'évasion fiscale, pour dire simplement. C'est-à-dire du jeu que les banques organisent à partir de l'évasion fiscale, en créant des paradis fiscaux, pour créer des lieux de défiscalisation et des lieux où on peut se livrer à toutes les opérations monétaires et financières, y compris de blanchiment de l'argent. Voilà. Et donc, avec tout ça, nos banques, eh bien, elles arrivent à un niveau de rentabilité très important. Le taux de rentabilité, de rendement, donc des capitaux dont elles disposent, qu'elles utilisent, c'est de l'ordre de 7 à 8%. C'est même supérieur à ce que font les banques américaines. Donc, ils se débrouillent pas mal. En 2016, les dividendes versés. Les dividendes versés en 2016, c'est 55,7 milliards d'euros. Dividendes versés par les entreprises du CAC 40
à leurs actionnaires. 55,7 milliards d'euros. Alors que, en 2016, on a battu tous les records. Hein, parce que depuis 2011, en moyenne, c'était 43 milliards d'euros qui étaient reversés. Ce 55,7 milliards d'euros, c'est l'équivalent du budget d'éducation nationale. C'est pas rien. Donc, quand on dit dividendes versés, c'est les dividendes effectivement versés plus le rachat d'actions, les 55,7 milliards d'euros. Les dividendes, c'est-à-dire les profits effectivement réalisés par des placements d'actions, hein, par les actions, le rendement des actions en fait, ça a représenté 46,2 milliards d'euros. La différence, c'est des rachats d'actions, mais qui sont rentrés dans les poches de ceux qui les détenaient, bien évidemment. Autre chiffre, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais ça vous montre l'ampleur de la situation. L'évasion, la fraude et l'évasion fiscale. En France, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an. En Europe, on avoisine les 1000 milliards d'euros. Et dans le monde, c'est des milliards de dollars. C'est des milliards de dollars. Donc, donc tout ça, c'est de l'argent qui nous échappe. Et c'est autant d'argent qui ne va pas dans le développement de l'être humain, dans le développement des potentialités, de toutes les potentialités humaines. Développement, ça veut dire formation, ça veut dire éducation, ça veut dire logement, ça veut dire santé, ça veut dire y compris la culture, ça veut dire le sport, ça veut dire les loisirs, ça veut dire tout ça. Et tout ce que je viens de vous citer, bien évidemment, il faut de l'argent pour le développer. Il faut des professeurs pour enseigner, il faut des médecins pour soigner, il faut voilà. Et il faut des bâtiments pour loger les professeurs, pour loger les enfants, pour les hôpitaux. Voilà. C'est quelque chose de très très important. Donc, la question pour nous, c'est bien de prendre le pouvoir sur cet argent. Et prendre le pouvoir pour l'utiliser et l'orienter différemment. Et ainsi, je dirais, permettre la satisfaction des besoins humains et sociaux et soutenir, je dirais, un modèle de développement de l'économie qui lutte, je dirais, résolument contre l'ensemble des gaspillages, qu'ils soient humains, financiers ou environnementaux, puisque, je dirais, les capitalistes, les ultralibéraux se comportent vis-à-vis de la nature ou des richesses ou des ressources, je dirais, naturelles, de la même manière qu'ils se comportent vis-à-vis des individus, c'est-à-dire ils exploitent à mort. C'est ça. Alors, pour nous, communistes, nous répondons à cela à partir d'un triptyque. C'est notre triptyque, qui est tout simple. C'est les objectifs sociaux. Quels objectifs sociaux on se donne? Quelle réponse on apporte aux besoins sociaux des gens aujourd'hui? Objectifs sociaux donc. Deuxièmement, les pouvoirs, les droits et les pouvoirs d'intervention et de décision. Droits et pouvoirs d'intervention et de décision, sur quoi? Sur les moyens financiers. Sur les moyens financiers. Puisque si on n'intervient pas sur cette question-là, rien de décisif ne sera fait et rien de décisif ne pourra être fait pour changer l'ordre des choses et l'évolution. Aujourd'hui, on voit bien avec tous les autres candidats, tous les candidats qu'il y a, je dirais, à droite par exemple, mais pas seulement, tous sont sur une logique, je dirais, on ne touche pas à l'argent. Et on protège les capitalistes, et on protège les rentiers, et on protège les dividendes, et on protège le capital. Il faut s'attaquer au capital financier. Si on veut changer les choses, il faut s'attaquer au capital financier. C'est le cœur, c'est le nerf de la guerre. Et si on dit objectifs sociaux, si on dit nouveau pouvoir, si on dit prise de pouvoir sur les moyens financiers,
c'est pour aboutir à un nouveau développement, une nouvelle, le mot n'est pas trop fort, une nouvelle civilisation, un nouveau type de civilisation, une nouvelle culture véritablement, qui passe donc, je le disais, par le développement massif des services publics, qui sont le moyen de répondre, je dirais, aux besoins des gens et de traiter, je dirais, chacun à égalité par rapport à cela, et qui sont aussi le moyen d'utiliser, je dirais, de manière utile, je dirais, mais c'est à peu près ça, qui permettent, je dirais, de capter l'argent, les masses d'argent dont on a parlé, qui sont en circulation, et qui viennent notamment, qui s'accumulent notamment du fait des nouvelles technologies utilisées, qui permettent de dégager des moyens énormes, moyens financiers énormes, de faire des rendements énormes, de la rentabilité énorme. Parce qu'il y a un besoin avec, comme les capitalistes, de la façon dont les capitalistes utilisent ces nouvelles technologies, le numérique, on nous parle du numérique sans arrêt, c'est pour supprimer de l'emploi, pour baisser les coûts salariaux. Baisser les coûts salariaux. Et pour, y compris, je dirais, baisser les coûts de production au sens global du terme. Et ça fonctionne, bien évidemment, ça fonctionne. Puisque c'est un outil, ce sont des outils très performants pour cela. Il y a une économie de dépenses. Par exemple, les banques, elles disent qu'elles pourraient diviser par 9 si elles arrivent à passer un stade dans la robotique, dans la robotisation de leur activité. Elles disent qu'elles pourraient diviser par 9 leurs frais de fonctionnement interne. Vous voyez ce que ça veut dire? Mais si elles divisent par 9 leurs frais de fonctionnement interne avec ces nouvelles technologies, elles vont faire quoi de cet argent? Il va aller où? Voilà. Ça, c'est la question. Donc, développement massif des services publics, mais aussi une nouvelle industrialisation, réindustrialisation du pays. Et le véritable terme, c'est nouvelle industrialisation. Parce que c'est la conception véritablement de quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent en termes industriels. Que ce soit aussi bien dans la finalité que dans les modes de production. Il y a une révolution, c'est une nouvelle culture. Mais il faut produire, bien évidemment. On se rend bien compte de la situation quand on ne produit plus rien. Quand la croissance est à zéro, on se rend compte de la situation dans laquelle se trouvent les gens, dans laquelle se trouve le pays, dans laquelle se trouvent, y compris, je dirais, les déficits publics. Il faut créer de la richesse, mais d'une manière différente de ce que l'on a fait jusqu'à présent, en respectant des critères très précis en matière de normes environnementales, respectant des critères très précis en matière de normes sociales. Voilà. Et pour cela, donc, il faut de nouvelles choses, de nouveaux droits et de nouveaux pouvoirs. Et par exemple, le Parti communiste propose, elle a été déposée le 19 janvier à l'Assemblée nationale par André Chassaigne et puis l'ensemble des députés d'ailleurs du groupe Front Gauche, PCF Front Gauche. Et là, on a déposé une proposition de loi qui s'appelle pour une sécurité d'emploi et de formation. Je ne vous la développe pas, si vous voulez que je vous la développerai, je vous en parlerai après. Mais cette proposition de loi, je dirais pour une sécurité d'emploi et de formation, vise tout simplement à aller vers une éradication totale du chômage. C'est-à-dire 0 personne sans emploi. Assurer un bon salaire, un bon niveau de rémunération et 0 personne sans chômage.